Voilà, on est en direct. Bonsoir, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Bienvenue, j'espère. Ah, attendez, j'ai inversé le système. Voilà, c'est plutôt Florence à voir en grand. Voilà. J'espère que tout le monde peut se connecter tout doucement sur cet horaire un petit peu décalé, mais avec plaisir. Ça me permettra d'avoir une belle et longue soirée et riche de plein d'informations que va nous donner Florence ce soir. Bonsoir André, voilà. On attend quelques secondes que les. Alors vous m'excusez une seconde, je vais fermer ma fenêtre parce que ça fait un petit peu trop de bruit. Mais je reste là. Voilà, je suis. La vie parisienne est bruyante. Voilà. Alors on est ravis. Et effectivement, on n'a pas l'habitude de recevoir, enfin de parler plutôt d'une thématique aussi technique et aussi innovante, même si je sais qu'elle a quelques années en arrière et que votre expérience en sera la preuve, mais que c'est assez original et c'est très étonnant de voir à quel point le corps peut être lu et décrypté de cette façon. On va en savoir plus évidemment, mais juste avant, si vous avez la gentillesse, peut-être qu'on se tutoie, pardonnez-moi. Du coup, Oui, avec plaisir. merci Florence de cela, de cette confiance. Si tu veux bien te présenter à nos abonnés et dire exactement quel est ton parcours et comment tu es arrivé à développer cette technique et cette technologie. Alors, donc je suis Florence Pousset, je suis docteur en neurosciences de formation et je suis passionnée par les médecines complémentaires depuis mon adolescence. Donc aujourd'hui, avec tout mon parcours, je me qualifierais plutôt d'une scientifique consciente et spirituelle. Donc j'ai tout un parcours de 15 à 20 ans de recherche médicale en tant que chercheur. Mais en parallèle de ce parcours, j'ai appris de très nombreuses pratiques de médecine complémentaire, à commencer par la kinésiologie, l'homéopathie uniciste, l'acupuncture. Et puis, comme je suis une étudiante perpétuelle, je n'ai eu de cesse que de me former et je suis toujours en train d'apprendre. Donc, j'ai appris la lithothérapie, la bioénergie, récemment la spirale dynamique de Ken Wilber, l'hypnose. Voilà, je suis une étudiante perpétuelle. Et ce qui Ouverture fait... d'esprit. Mais quand j'apprends de nouvelles techniques, ça me permet de faire un travail sur moi-même, d'expérimenter ces pratiques et je récupère les outils pour pouvoir accompagner les personnes parce que ensuite, après avoir quitté la recherche médicale avec laquelle je n'étais plus vraiment en accord, puisque je travaillais avec l'industrie pharmaceutique et agroalimentaire, j'ai commencé à accompagner les personnes en individuel avec ces médecines complémentaires. Et aujourd'hui, depuis quelques années maintenant, j'ai créé un institut de formation à Bordeaux où je souhaite faire le lien entre la science et la spiritualité, donc le visible, l'invisible, le rationnel et l'irrationnel, pour donner de la substance et valider ces médecines complémentaires pour qu'elles trouvent leur place à côté de la médecine conventionnelle. D'accord. Alors, quel a été le gap, le facteur qui t'a fait décider de quitter la médecine enfin, la recherche dite conventionnelle pour quel a été le déclic? Est-ce que c'est une rencontre ou c'est justement la déception ou la frustration? Alors, je dirais plutôt que c'est la déception et la frustration, malheureusement, Oui, parce bien sûr. que, voilà, quand on travaille avec l'industrie pharmaceutique et agroalimentaire, il arrive un moment où ça correspondait plus à mes valeurs et à mon éthique. Et comme je suis passionnée par la médecine complémentaire et tout ce qui est naturel, eh bien, j'ai écouté ma petite voix intérieure et j'ai été obligée de faire un choix à un moment donné. Donc, ça n'a pas été facile au début parce que avec mes collègues, ne comprenaient pas qui j'étais et ce que je faisais. Et c'est encore difficile aujourd'hui parce que je suis à la limite du connu et de l'inconnu. Donc, de ce qui est reconnu par la science et démontré et ce qui n'était pas encore démontré, mais pour lequel nous avons des retours de terrain avec des résultats qui sont encourageants pour accompagner les personnes. Ouais. Et Oui. c'est ce que je défends, en fait, c'est la place de ces médecines complémentaires. Et là, actuellement, donc, tu continues une recherche d'une certaine manière. Alors, je continue une recherche à mon petit niveau avec mes outils parce que la recherche, ça coûte cher. Bien Et sûr. puis, il faut les outils adaptés pour faire ça. Donc, ce qui s'est mis sur mon chemin, c'est la caméra GDV BioWell, qui est un appareil de bioélectrophotonique, dont je pense en parler tout à l'heure, qui me permet de valider ces pratiques qui sont majoritairement basées sur l'énergie. Or, l'énergie, malheureusement, ça ne parle pas encore au corps médical, aux médecins. Et
Donc, il faut faire tout un travail de fond avec des outils pour leur démontrer, malheureusement, que ça existe. Je dis malheureusement parce que quand on a des retours de terrain et qu'il y a des résultats, moi, j'ai toujours entendu dire, si ça marche et que les gens se portent mieux, pourquoi est-on obligé de passer par les fourches codines de la science? Mais aujourd'hui, c'est comme ça, c'est la science qui décide. Les evidence-based medicine et evidence-based practice, c'est un petit peu saoulant. On est confronté exactement à cette problématique, nous, en tant que professionnels de la santé, auxiliaires médicaux, ostéo, kinés, etc. C'est qu'on est bloqué, c'est-à-dire que quelqu'un a une pathologie, hein, et on dit, bah, tiens, on va mettre les mains et on va voir comment on peut l'aider. Oui, mais est-ce que c'est issu d'une recherche? Non, c'est issu de mon expérience. Donc, c'est pour ça que je te parlais de recherche. C'est une recherche clinique, à petit niveau, mais en attendant, j'imagine que tu rends des services non négligeables. Donc, c'est ça qui est important. Alors, si tu permets, je voudrais bien. Tu as cité un certain nombre de techniques. Il y en a une qui peut faire, qui peut choquer d'une certaine manière parce qu'elle a eu une très très mauvaise presse pendant longtemps. C'est la kinésiologie. Donc, je pense que d'aucuns de nos abonnés connaissent l'homéopathie. Alors, peut-être pas uniciste, peut-être juste avant de revenir sur la kinésiologie, mais préciser ce qu'est l'homéopathie uniciste, si tu veux bien. L'homéopathie uniciste, c'est l'homéopathie fondamentale, initiale, qui a été élaborée par Samuel Hahnemann, c'est-à-dire une personne à l'instant T, un problème, un seul remède. Et on va travailler sur les dilutions. Et surtout, on ne mélange pas plusieurs remèdes et on ne mélange pas plusieurs dilutions. Et cette homéopathie, c'est du sur-mesure, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser à la personne dans sa globalité physique, psychologique et dans son environnement. Donc, c'est une prise en charge globale de la personne. Donc, l'approche est complètement différente de celle que peut avoir un médecin, parce que le médecin, il va utiliser l'homéopathie avec son raisonnement allopathique et il va les recommander sur un symptôme. Or, en fait, ça ne marche pas comme ça. Je te donne un exemple. Nous sommes tous les deux, nous avons une angine. J'ai mal à droite, tu as mal à gauche. Je suis déprimée, tu es en colère. Je suis frileuse, tu es réchauffée. Rien que ça, nous n'aurons pas le même remède homéopathique. Mais alors, en uniciste, c'est toute la difficulté de l'uniciste. Cette précision, ça nécessite donc une matière médicale, comme on dit. Tout à fait. Très, très précise, très minutieuse, qui permet de… Et ça n'a pas été abandonné un petit peu l'homéopathie uniciste au profit de l'homéopathie généraliste? Oui, évidemment, de plus en plus. De plus en plus. Elle a tendance à disparaître. Et pourtant, c'est vraiment celle qui est, à mon sens, le plus efficace. Alors, est-ce que Maurice te demande, est-ce que la méthode ACMOS fait-elle partie de votre environnement bioénergétique? Alors, je connais la méthode ACMOS de nom, je ne l'ai pas apprise et je ne la pratique pas. Mais je connais, ça s'approche de l'utilisation de l'antenne de l'Escher pour déterminer un certain nombre de paramètres ou de produits adaptés à la personne. On imagine bien que dans cet univers énergétique, il doit y avoir… Toi, tu utilises une certaine catégorie de matériel et d'avancées technologiques pour faire le diagnostic, mais j'imagine qu'il y en a plein d'autres qui sont à disposition. Oui, alors on ne parle pas de diagnostic, il faut vraiment être précis sur les mots, je suis désolée de te reprendre. Nous parlons de bilan énergétique, et c'est très important. Nous ne sommes pas médecins, nous ne faisons pas de diagnostic, on établit des bilans, en plus ce sont des bilans énergétiques, donc c'est encore on s'adresse à une autre dimension de l'être humain. Alors effectivement, pour ma part, j'utilise la caméra GDV BioWell, mais aujourd'hui, il y a pléthore d'appareils qui sont regroupés sous le terme d'appareils de physique quantique qui permettent d'établir un bilan énergétique de la personne. L'avantage de tous ces appareils, c'est qu'ils sont avant tout prédictifs et préventifs. Et c'est ça la force en fait, puisque de toute façon, on s'oriente vers cette médecine, c'est anticiper les problèmes de santé, essayer de faire un réglage du moment avant que ça ne dégénère. Ouais, on va rentrer dans les détails de ces appareils de biorésonance, hein, c'est bien ça? Oui. On va essayer de rentrer dans les détails là-dessus, mais j'avais initié une question et justement pour la diffusion, je t'avais dévié sur l'homéopathie uniciste, mais sur la kinésiologie. Elle a eu effectivement très mauvaise presse à un moment à cause de dérives, ça a été traité de dérives sectaires par la Miviludes. Bon, si tant est que la Miviludes soit un organisme ou un organe fiable, peu importe.
Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a eu des abus qui ont donné une très très mauvaise image de cette kinésiologie. Et je pense que tu peux nous expliquer en quelques mots en quoi ça consiste, et peut-être sans faire l'historique de la kinésiologie américaine et de toute le Touch for Health, etc. Mais nous dire en quoi ça consiste. Le postulat en kinésiologie, c'est que le corps garde en mémoire tout ce que nous avons vécu depuis que nous sommes nés, lorsque nous étions in utero dans le ventre de maman, et bien avant si on y croit. Donc c'est notre banque de données, et on va utiliser un test musculaire pour interroger le corps qui va nous dire où sont les problèmes, où sont les solutions. Donc ça, c'est l'outil de base de la kinésiologie. Et c'est un petit peu pour ça qu'elle a été décriée, parce que, évidemment, ça n'a pas soi-disant de fondement scientifique. En 2017, le gouvernement français a créé un comité constitué de médecins et de chercheurs pour évaluer la kinésiologie en France, savoir si on la sortait des mille pour la reconnaître. Or, il se trouve que ce comité, il n'y avait que des médecins, des chercheurs qui n'étaient pas forcément ouverts à ce monde de l'énergie et des médecines complémentaires. Ils ont établi un très beau rapport de 150 pages avec des références bibliographiques, etc. Mais la conclusion, c'était c'est une technique qui n'est pas validée par la science et donc on la laisse dans les mille-viludes. Or, comme tu disais, elle a été mise au point dans les années 1950 aux États-Unis. Elle est utilisée beaucoup aux États-Unis, en particulier aussi par les chiropracteurs. Elle est très utilisée aussi au Canada. Le Canada a une spécificité, c'est qu'à l'université de McGill, je ne sais plus si c'est Montréal ou Laval, ils ont élaboré un doctorat en kinésiologie. Oui, mais ils ont pris une certaine partie de la kinésiologie, celle qui s'occupe uniquement du corps physique adressé aux sportifs. Mais n'empêche qu'ils en reconnaissent au moins une partie. En France, enfin tout au moins en Europe, on s'adresse surtout, on utilise surtout la kinésiologie d'un point de vue psycho-émotionnel. Alors évidemment, il y a le brain gym, enfin la gymnastique du cerveau qui est très utile pour tout ce qui concerne les difficultés d'apprentissage et qui s'adresse au corps physique, à la santé par le toucher. Mais il y a tout un grand pan d'études du psycho-émotionnel chez les personnes et qui sont très utiles. Et c'est avec grand regret que ce ne soit pas utilisé par les médecins. Parce que moi, je me suis toujours dit que lorsqu'on interroge le corps, par exemple chez des nourrissons, chez des bébés qui ne parlent pas, interroger le corps, le médecin, il aurait déjà plein de réponses et il pourrait vraiment faire du sur-mesure. Au moins des pistes. Au moins des pistes. Au moins des pistes, oui. Ouais. Alors, effectivement, sur la kinésiologie, pour celles et ceux qui peut-être ont vécu ça, c'est vrai que la kinésiologie américaine va utiliser, sauf erreur de ma part, la force musculaire à plein. C'est-à-dire qu'il y a une contraction musculaire très très forte pour pouvoir voir s'il y a une réponse. Et la kinésiologie santé par le toucher va être beaucoup plus subtile. Et ma question est un petit peu orientée, mais absolument pas polémique. Est-ce qu'elle n'est pas, c'est ce qui a péché un tout petit peu dans la communication, à mon sens, est-ce qu'elle n'est pas opérateur dépendante, justement, cette technique? Est-ce qu'elle n'est pas, si je suis de mauvaise humeur, ou si je suis moi-même en décalage énergétique, si j'oriente ma pensée en disant « Oh, toi, tu es dépressive, je suis sûr que je vais trouver que tu es dépressive », est-ce que ce n'est pas opérateur? Je me fais volontairement provoquant, mais je suis profondément convaincu, il faut le savoir, parce que je l'ai étudié aussi. Donc Alors, je vais te faire une réponse de Normande. C'est valable pour toutes les pratiques. Oui. C'est valable pour toutes les pratiques de médecine complémentaire. Le praticien, il se doit évidemment d'être bien aligné, d'être présent, d'être à l'écoute avec tous ses sens de la personne qui l'accompagne. Mais ça, c'est valable pour tout. Donc, la kinésiologie... D'être en conscience et d'avoir la volonté et l'intention de faire du bien, tout simplement. C'est d'être à l'écoute de la personne avec tous ses sens et être dans l'ouverture. Moi, je dis être à l'écoute avec tous ses sens, je dirais même extrasensoriel, parce qu'on peut percevoir la personne, avoir un ressenti de la personne. Donc, en fait, là, tu me parles de la posture du praticien. Ouais. Oui, mais c'est important. Oui, mais ça, c'est primordial même, je dirais. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Oui, tout à fait. Non, mais c'est vrai que peut-être, je ne sais pas, chez nos abonnés, si vous avez la gentillesse de nous dire si vous avez déjà vécu une expérience thérapeutique avec un kinésiologue,
quel a été votre ressenti, etc. Moi, je ne suis absolument pas dans la polémique là-dessus. Au contraire, je suis convaincu. J'ai plein de bouquins de kinésiologie. Je l'ai étudié pendant longtemps, donc je n'en doute pas une seule seconde. Et avec les cartographies émotionnelles, psychologiques, éthériques, enfin, il y a eu plein de niveaux. Et donc, pour en revenir à toi, parce que c'est quand même le plus important, c'est une pratique. Est-ce qu'il y a une résonance chez moi? Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que quelqu'un dit que ça résonne, ma voix résonne? T'entends résonner de mon côté? De ton côté, pardon? Non, moi non. Alors, pardonnez-moi, c'est peut-être, je ne sais pas si c'est votre son. En tout cas, désolé si ça, Anne-Sophie, si ça résonne, je ne sais pas quoi faire d'autre. Je vais essayer de parler, non, pas de résonance, donc ça peut être, il y a un fort écho. Bon, alors, pardonnez-moi. Voilà, je veux veiller à ce que ce soit là. Peut-être relancer votre connexion, Babette et Anne-Sophie. C'est pas de ma responsabilité, je ne sais pas quoi faire. Donc peut-être relancer votre connexion. Pardon, excuse-moi Florence. Je voulais te demander, est-ce que désormais, la kinésiologie, c'est quelque chose que tu utilises déjà toujours au quotidien, accompagné de la technologie que tu vas nous évoquer, ou c'est quelque chose qui est encore un outil parmi d'autres? Alors, c'est quand même ma base, c'est la méthode que j'ai apprise en premier. Et c'est vrai que le test de kinésio, je m'en sers tous les jours. Ensuite, j'ai plein d'autres outils, mais si tu veux, lorsque une personne vient me consulter, en fonction de ce que la personne va me dire, de sa problématique, de ce que je ressens chez elle, je vais utiliser ou m'orienter vers une technique plutôt qu'une autre. Et lorsque j'ai des hésitations ou lorsque je dois déterminer l'objectif de travail de la séance dans l'ici et maintenant, je vais m'appuyer sur le test de kinésio. C'est un peu mon bâton d'aveugle. Mais j'en reviens toujours à ça, oui. Mais après, les techniques, bon, j'ai appris plein de choses, donc je vais m'adapter à la personne. Je fais du sur-mesure, en fait. Oui, c'est toute la force et la richesse de l'humain, c'est ça. C'est que il y a tellement, tout le monde ne peut pas procéder d'une aspirine pour tous les maux. C'est ça qui est bien. Alors, surtout que tous les mots ont une racine psycho-émotionnelle et surtout émotionnelle. Donc, Alors, quand tu reçois quelqu'un, tu vas orienter en fonction que c'est un mal plutôt physique, plutôt émotionnel, psychologique. Est-ce que tu vas remonter sur quelque chose de plus ésotérique, on va dire, plus spirituel? Alors, j'aime pas le mot ésotérique parce que pour moi, il est désuet et il est un peu comme un peu galvaudé et il est surtout mal interprété aujourd'hui. Donc, je dirais plus vers quelque chose de plus de ce monde énergétique, de ce monde invisible, voire spirituel. Je prends la personne dans sa globalité physique, émotionnelle, mentale, énergétique, spirituelle. Et c'est ça la force de la kinésiologie, c'est que nous avons des outils pour travailler sur tous ces plans dans une même séance. Donc, avec une problématique, tu vas pouvoir agir sur le corps physique, faire conscientiser au niveau psychologique quelque chose à la personne, faire sortir des émotions, faire un réglage des corps énergétiques, pourquoi pas travailler sur d'autres plans. Donc, tu vois, c'est ça la force de la kinésiologie par rapport à d'autres techniques comme l'hypnose qui sont extrêmement puissantes. Mais par exemple, tu sors d'une séance d'hypnose où tu as été extrêmement bousculé, malheureusement, l'hypnothérapeute, il n'a pas les outils pour soutenir le corps physique pour qu'il puisse vraiment intégrer l'information. Il faut peut-être des fois attendre 24-48 heures pour que ça se pose. Et quand tu as des outils pour accompagner avec des plantes, des élixirs de fleurs, etc., c'est plus serein pour la personne. Oui, il y a pendant la séance et après la séance, c'est un petit peu ce qu'on redoute dans certaines approches un petit peu délicates comme le MDR. On risque d'ouvrir la boîte de Pandore et si le praticien n'est pas au fait des conséquences qu'il peut y avoir après une séance, ça peut être effectivement un petit peu préjudiciable pour le patient et pour le praticien à terme aussi. Alors, tu parles d'énergie, tu parles de corps énergétique, de régulation, de modulation de tout cela. Quelle serait ta définition, quelle serait ton expérience sur les corps énergétiques? Parce qu'on va y venir évidemment, tu visualises une certaine partie de cela et tu en fais une évaluation et non pas un diagnostic, un bilan. Et quelle serait pour toi actuellement, avec ton expérience, quelle serait la définition? Pour moi, aujourd'hui, je définirais nos corps énergétiques comme des champs d'information. Un champ d'information qui nous entoure et qui connaît déjà tout de nous. Donc,
tout est inscrit dans ce champ d'information avant que cela ne s'intègre dans la matière. Donc, si tu veux, avant qu'une personne tombe malade physiquement, l'information est dans le champ, il commence à se perturber. Alors, tu commences à avoir des prémices. Ça peut être un inconfort mental, ou tu peux avoir des émotions tristes qui arrivent, ou lourdes. Ensuite, tu te dis, oh, ça va passer. Puis, tu as un inconfort émotionnel, et puis tu te dis, ça va passer. Et puis, comme tu veux pas comprendre et entendre, ça va rentrer dans la matière jusqu'à ce que tu te dises, bon, là, il y a un problème, il faut que je fasse quelque chose. Donc, pour moi, c'est un champ d'information qui a tout ce qui nous concerne. Et ce champ d'information, c'est extrêmement puissant parce qu'on peut aujourd'hui, avec les avancées aussi des chercheurs et des précurseurs comme Joe Dispenza, comme Bruce Lipton, comme Greg Braden, qui sont scientifiques et qui sont versés dans ce monde spirituel et qui font le lien entre science et spiritualité. On sait aujourd'hui que ce champ d'information, on peut agir dessus et qu'on peut anticiper, mais aussi régler énormément de problématiques de santé. Alors, c'est en particulier tous les travaux qu'est en train de développer Joe Dispenza, puisqu'il travaille aujourd'hui avec des universités américaines, parce que lorsque tu vas dans un de ces séminaires, il y a des guérisons en direct et le corps médical se demande comment c'est possible. Donc, les scientifiques commencent à se pencher sur la question, ça date d'un an à peu près, pour étudier les phénomènes, parce que c'est incompréhensible. Mais à la fois, l'énergie, c'est très bien décrit et c'est le quotidien des physiciens. Sauf qu'aujourd'hui, l'énergie, on est en train de la transposer à l'humain et nous sommes dans cette transition-là. C'est-à-dire que nous passons de l'humain, moi j'appelle ça de l'homme biologique, de l'homme matière, à une compréhension de l'homme énergétique plus subtile. Et c'est comme si on se retrouvait à l'époque de Copernic, où quand il a annoncé que la Terre n'était plus plate mais qu'elle était ronde, t'imagines dans la tête des gens le changement de conscience qu'il a fallu faire. Eh bien, pour moi, nous sommes dans cette même transition. L'humain, il est biologique, il est un corps matière, super, mais de plus en plus, la science commence à s'intéresser et à montrer que nous avons aussi un corps d'énergie. Mais tu sais, si on s'intéresse aux traditions du monde entier, l'homme a toujours été décrit comme un être de lumière. C'est ça. Et la lumière, c'est de l'énergie. Absolument. Et avec une fragmentation, avec les différentes couleurs qu'on pourra avoir, évidemment. Oui. Et j'ai toujours tendance à dire, la science aujourd'hui est en train de redécouvrir ce que les traditions du monde entier connaissent depuis des millénaires. Sauf que c'est une connaissance, on va dire, intuitive. Et puis aujourd'hui, on a besoin de connaissances rationnelles pour que l'humain puisse intégrer l'information. Oui, mais comme pour eux, ce qui n'est pas visible n'existe pas. C'est ça. C'est comme les microbes fut un temps. Donc, puisque ce n'est pas visible, ça n'existe pas. Donc voilà. Maintenant que, effectivement, l'avènement des technologies où on visualise de plus en plus de choses, ils commencent à se dire, tiens, ça existe. Alors, tu as prononcé un gros mot aussi tout à l'heure, tu as prononcé, non, t'inquiète pas, tu as été très correct, de médecine quantique, de physique quantique. Oui. À ton avis, cette bascule entre la médecine conventionnelle et la médecine quantique, elle a été opérée quand, cette bascule, et quelles sont les perspectives que l'on a? Évidemment, on ne va pas détailler cet immense sujet, ça ferait l'objet de livres et de livres et de livres, mais de ton expérience, de ton avis, comment ça s'est opéré? Parce que c'est véritablement l'expérience que tu vas nous témoigner avec ça. Je te dirais que la bascule n'est pas encore faite. Zut, alors. Elle est en cours. Elle est en cours puisque ce n'est pas encore accepté par la médecine conventionnelle. Mais par contre, depuis les années 1950, et surtout c'est les 15 dernières années, il y a pléthore d'appareils de physique quantique, donc la caméra GDV, le SCIO, le Physioscan, le Quantascan, le Spooky, tu vois, énormément d'appareils. Donc, s'ils se sont développés, s'ils sont utilisés et qu'il y a des résultats, ça va se démocratiser, de plus en plus de personnes vont s'en servir, donc ça va se faire. Mais elle n'est pas encore faite, à mon sens. Elle n'est pas encore faite. Moi, elle n'est pas encore faite. Effectivement, avec les Russes, dans les années 60, il y avait tout ça. On progresse, si tu veux. Avant, dans les années 1960 en Russie, cette technologie était utilisée surtout par l'armée russe pour soigner les militaires. Et c'est l'équipe de Konstantin Korotkov qui a
récupéré tous les brevets lorsque l'armée les a abandonnés. Et à l'université de Saint-Pétersbourg, ils ont repris cette technologie qu'ils ont améliorée, miniaturisée, modélisée, informatisée, pour aujourd'hui rendre accessible au plus grand nombre le petit appareil que j'utilise qui permet de faire un bilan énergétique. Donc, on est de plus en plus d'utilisateurs et il y a de plus en plus d'utilisateurs dans le monde de ces techniques, mais nous restons qu'une petite poignée pour l'instant. Parce que l'utilisation, en tout cas, n'est pas reconnue en France, parce que nous sommes toujours les derniers de la classe. C'est davantage utilisé en Suisse, à mon sens, en Allemagne, dans les pays du Nord, mais dans les pays du Sud, c'est plus problématique. Oui, mais encore une fois, sans aucune polémique, c'est une vraie question. Pour avoir utilisé ces appareils depuis un temps, la problématique, tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est que on mesure, on fait un bilan d'un individu ici et maintenant, avec sa problématique d'ici et maintenant. Oui. Donc, c'est prédictif, mais une fois qu'il est là, effectivement, on ne peut pas reproduire ce que cherche la science, et on l'a bien vu avec la mauvaise période qu'on a passée, c'est qu'il fallait que ce soit randomisé, multiplié, qu'on puisse faire sur un panel de X milliers de personnes pour pouvoir être dans la recherche, donc tu sais mieux ça que moi, évidemment, mais avec ces appareils de biorésonance, justement, on ne peut pas, parce que c'est un individu qui est à un instant présent, et donc dès lors qu'on a l'information, on va induire, et tu vas nous l'expliquer mieux que moi évidemment, on va induire une réinformation, et cette réinformation fait que le sujet ne sera plus le même qu'il a été. Donc on ne peut pas reproduire la chose. C'est justement ce qui pose problème à la reconnaissance des médecines complémentaires, parce qu'elles s'attachent à l'individu. Et quand on voit qu'il y a des programmes de recherche, et je pense en particulier pour l'homéopathie, où on essaie d'établir des groupes et de l'étudier comme des molécules chimiques avec des groupes de personnes, et ça ne marche pas comme ça. Les médecines complémentaires, ce qui les caractérise en particulier, c'est de s'adresser à la personne. On traite l'individu, et l'individu ne rentre dans aucune case parce que chaque être humain est unique. Donc, c'est un des freins à la reconnaissance de ces pratiques quand on veut les passer au crible de la science. Parce qu'on ne peut pas établir des groupes. Ça ne marche pas, c'est du sur-mesure. C'est ça. Mais c'est ce qui fait aussi la puissance, parce qu'on va vraiment prendre la personne dans sa globalité et on va lui accorder le temps qu'il faut pour d'abord prendre connaissance de son histoire et voir comment elle s'est construite. Parce que quand on arrive aujourd'hui avec une pathologie, elle résulte d'années et d'années de mise en place de quelque chose qui n'a pas été compris, intégré, perçu par la personne. Alors, pour toi, on va revenir encore une fois sur la technologie, on a le temps sur ce webinaire, heureusement. Non, j'ai un appel qui ne doit pas être là. Pour ces... ma question vient de m'échapper, pardonnez-moi. Je voulais dire, oui, la constitution de la pathologie, c'est ça que je voulais... On va parler des appareils juste après, et on va parler de ton avis sur le BioWell-GDV, effectivement. On te demande un avis sur l'appareil Healy aussi, mais on en parlera un petit peu après. Pour toi, la pathologie met un certain temps à s'incarner d'une certaine manière, à se somatiser, c'est-à-dire à se mettre dans le corps. Pour toi, tu me dis si je me trompe, c'est d'abord un déséquilibre vibratoire, informationnel, énergétique, qui s'inscrit sur les différentes couches de nos niveaux énergétiques, et après, j'ai envie de dire, son ultime recours, à un certain moment, c'est de s'incarner, de se somatiser. Oui, c'est de rentrer dans le corps physique, dans la matière, pour que la personne puisse la voir, la ressentir, la conscientiser, pour qu'elle percute qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu'elle n'a pas tenu compte d'un certain nombre de signes préalables. Parce que quand on a des événements de vie, je ne sais pas, qu'on n'arrive pas à gérer, ou on ne veut pas se faire aider, on se dit ça va passer, mais au bout d'un moment, ça ne passe pas. Le corps, il ne peut plus encaisser. Tu sais, moi, je dis toujours aux personnes que je vois, on prend notre corps comme une poche à émotions. On la remplit d'émotions. Alors, quand on a 20 ans, ça va. Quand on a 40, ça va à peu près. Puis, on arrive à un certain âge, la poche à émotions, elle est pleine. Le corps, il n'en peut plus. Et là, il va commencer à se manifester pour nous dire, c'est plus possible, il faut changer des choses. Donc, on ne peut pas continuer à faire les mêmes choses en espérant aller mieux. À un moment donné, il va falloir changer les choses dans sa vie pour que le corps puisse retrouver un nouvel équilibre. Et ça passe des fois par des changements de vie radicaux. Oui, c'est pas évident. Donc, toi, tu considères évidemment, à part se prendre un camion dans le buffet ou avoir un vrai accident traumatique, voilà, on ne peut pas
incriminer les émotions, ou bien c'est les émotions qui nous ont mis, enfin, pas les émotions, c'est les circonstances émotionnelles qui nous ont mis face au camion. Enfin bon, là, on ne va pas rentrer dans ce type de détails, mais tu penses, toi, que c'est vraiment, pas psychosomatique, parce que j'aime pas du tout ce mot-là, mais c'est somato-émotionnel, c'est l'émotion qui va s'inscrire, qui va alerter le patient de sa... Moi, je le vois dans ma pratique, lorsque quelqu'un vient avec une problématique actuelle, qu'elle soit physique ou psycho-émotionnelle, mais je dirais à 90%, la problématique vient d'événements antérieurs vécus en tant que jeune adulte, à l'adolescence ou dans l'enfance, des traumatismes. Et en fait, il y a un événement qui est vécu dans le présent, qui prend des proportions incroyables par rapport au stimulus. Pourquoi? Parce qu'il va réveiller des événements antérieurs qui se sont passés et qui tout d'un coup vont se cumuler les uns aux autres, qui fait que dans le présent, la réaction est disproportionnée. Donc, tu vois, en fait, les événements et donc l'émotion du présent entrent en résonance avec des émotions du passé cristallisées qui n'ont pas été traitées. C'est comme si l'émotion du moment, aussi petite soit-elle, va googliser la totalité des émotions passées et va dire oh, tiens, ça fait référence à cela, et boum, ça va exploser. Oui, c'est exactement ça. Et c'est ça le rôle du kinésiologue, c'est en interrogeant le corps, il va faire le lien entre l'événement du présent et tous les événements du passé qui sont restés coincés, qui résonnent avec le présent. Et donc, on amène les personnes à conscientiser des événements, à lâcher les émotions, et en faisant diminuer ce que l'on appelle en kinésiologie la charge émotionnelle négative des événements passés, on va soulager les émotions du présent. D'accord, donc je ne sais pas un exemple caricatural, je suis extrêmement angoissé, j'ai du stress disproportionné par rapport à la situation que je vis, je n'arrive pas à comprendre pourquoi, et toi tu penses que ça fait référence à quelque chose de plus peut-être ancien, ou en tout cas plus profondément, dont je ne peux pas avoir conscience, ou je ne veux pas avoir conscience. Oui. Est-ce que c'est pas le danger, on parlait de l'EMDR tout à l'heure, de faire émerger quelque chose qu'on n'avait pas envie de faire sortir? Alors, le pas envie, je ne sais pas, si tu viens pour travailler, c'est que quelque part, tu as envie d'avancer, sinon tu ne vas pas voir le praticien. Alors, oui, d'accord, mais on peut se mentir aussi. Oui, certes, on peut se mentir, mais c'est le rôle du praticien, c'est d'accompagner la personne. Nous sommes quand même formés pour ça, ça s'invente pas. Et je pense que le praticien, en tout cas la posture du praticien, la plus adéquate exige que celui-ci ait fait un travail sur lui-même et un gros travail sur lui-même pour éviter d'entrer en résonance avec la personne. C'est ça. Donc, si tu veux, moi, quand je vois des gens qui font 10 jours d'hypnose et qui s'installent hypnothérapeute, ça me fait hurler parce que, moi, ça va faire plus de 25 ans que je fais de l'accompagnement individuel, et quand je regarde la personne, je dis, ouh, tout ce qui reste à travailler, et il se lance déjà. Mais bon, il faut bien commencer un jour. Mais dans ces cas-là, il faut continuer à travailler sur soi tout le temps. C'est immuable, ça. On peut pas faire autrement. Non. Être thérapeute, c'est une remise en question quotidienne. Oui, c'est un apprentissage tout le temps. Alors, je reviens sur les énergies. Donc, tu disais qu'il y avait plusieurs couches. Est-ce que plusieurs niveaux? Est-ce qu'on les a déterminés? Est-ce qu'on les a définis? Est-ce qu'on a 1, 10, 20, 150? Est-ce qu'elles sont le siège de notre histoire? Est-ce que la plus lointaine est la plus historique? Est-ce que la plus proche est la plus récente? Ou l'inverse? Est-ce ces couches recèlent, c'est des questions naïves, hein, évidemment, est-ce qu'elles recèlent différentes parties? Est-ce que chaque couche a son rôle dans le vécu de la personne? Alors ça fait appel un peu à ce que racontent les traditions, c'est-à-dire que les traditions disent que nous avons différents corps énergétiques qui portent différents types d'informations de plus en plus subtiles, avec des vibrations différentes, des couleurs différentes, et qui font appel à différentes parties de l'être humain. Et plus on s'éloigne du corps physique, plus on rentre dans un champ expérientiel, vibratoire et spirituel de plus en plus grand. Et puis, si tu continues, terrestre et cosmique, tu vois, ça peut aller très très loin.
Donc effectivement, mais bon, la science n'en est absolument pas là. Déjà, elle a déjà du mal à admettre que nous avons un corps d'énergie. Bon, ça commence parce qu'il y a quand même pas mal de plus en plus de publications médicales qui actent que nous avons un biochamp. C'est comme ça que ça s'appelle en science. On parle du biochamp de l'humain. Donc du champ biologique qui est un champ d'information. Après, il faut pas, pour l'instant, le scientifique, il n'en est pas encore là. Mais dans le monde des praticiens et dans le monde énergétique ou spirituel, oui, ça peut aller très très loin. Quel est le champ principal d'application de ce type de thérapeutique? J'imagine que c'est aussi large que l'humain. Est-ce qu'on peut aller, et je crois que une question a été posée rapidement, je crois l'avoir vu, mais pardonnez-moi si je l'interprète, c'est est-ce qu'on peut aller jusqu'aux maladies psychiatriques? Est-ce qu'on peut aller... Bien sûr. Ouais. Bien sûr. J'ai vu passer épilepsie, j'ai vu passer psycho. Mais tu sais, moi, je rencontre énormément de praticiens. Alors, il y a des gens qui sont, moi j'appelle ça très très perchés, qui sont toujours dans les hautes sphères énergétiques parce qu'ils ont développé des capacités extrasensorielles, etc., etc. Mais commençons par le début. Vous êtes là à l'instant T, vous avez déjà vécu une vie, et commençons par s'intéresser à ce qui s'est passé dans cette vie avant d'aller explorer les vies antérieures, les vies sur les autres planètes, etc. On vit sur Terre, on a une histoire déjà là, et on a tout un héritage transgénérationnel, et nous répondons avant tout à un programme familial inconscient. Donc déjà, de prendre conscience de notre histoire de vie depuis que nous sommes nés et dans le ventre de maman, et d'intégrer ou de comprendre le schéma familial auquel nous répondons, parce qu'il y a plein de clés, déjà, il y a pas mal de choses à faire. Et quand on a déblayé ça, on va pouvoir commencer à aller voir un petit peu plus loin. Déjà ça. Donc, si tu veux, ça fait appel à l'étude du transgénérationnel, avec les génogrammes, les constellations familiales, etc., quoi. Mais là, il y a déjà beaucoup de travail. Et pour répondre à la question, concernant les maladies psychiatriques, il y a déjà pas mal de clés dans la généalogie. Il faut le savoir. Tu veux pas en dire plus? Pardon? Tu veux pas en dire un petit peu plus? Un petit peu plus, si tu veux, nos ancêtres ou nos aïeux, lorsqu'ils ont vécu des événements traumatisants, donc je parle d'un point de vue émotionnel, c'est comme si tu mettais un marqueur sur l'ADN. Et ce marqueur, il va se transmettre de génération en génération jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un de la descendance qui va se dire « Oh, mais ça ne m'appartient pas, je vais rendre à César ce qui appartient à César ». Et là, pour le coup, la science a fait des études. En particulier, il y a une étude qui a été faite sur des femmes enceintes lorsque, en 2001, il y a eu l'effondrement des tours jumelles. Ils ont étudié des femmes enceintes, la descendance d'un groupe de femmes enceintes qui a vécu l'événement en direct à New York, et un autre groupe de femmes enceintes à l'autre bout des États-Unis. Et lorsqu'ils ont étudié les enfants issus de ces deux groupes de femmes, ils se sont aperçus que les femmes qui avaient vécu l'événement en direct à New York avaient une susceptibilité au stress beaucoup plus élevée que les enfants issus de l'autre groupe qui avaient vécu cet événement à distance. Ça prouve bien qu'il y a des marqueurs qui vont se transmettre de génération en génération. Donc, quand on voit déjà nos aïeux qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale, c'est pas si loin que ça, avec tous les traumas que ça engendre, ou la guerre d'Algérie, la guerre d'Indochine, etc., ça génère des traumatismes émotionnels qui ensuite vont se promener dans les générations, dans la descendance. Donc, il y a toute une exploration de ce transgénérationnel où déjà on peut trouver pas mal de réponses. Et ça, on va venir maintenant justement à cette technique, le BioLGDV, que tu utilises entre autres, évidemment, pour faire ce bilan énergétique. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où il vient, en quoi ça consiste et comment tu l'utilises? Alors, la caméra GDV BioWell, ça repose sur les expériences des époux Kirlian, qui étaient deux physiciens dans les années 1950 en Russie. Et en fait, ils se sont aperçus que lorsqu'ils envoyaient une onde électromagnétique sur du vivant, donc à l'époque, ils ont envoyé ça sur des plantes, ils ont observé un halo de lumière autour de la plante. Et de ce fait, ils ont développé toute une technologie pour capturer cette lumière émise par le vivant lorsqu'elle était soumise à des ondes électromagnétiques. Et du coup, toute cette technologie, elle a été ensuite appliquée à l'animal, puis à l'humain, et ensuite, elle a été récupérée par l'Université de Saint-Pétersbourg, par Konstantin Korotkov, qui a développé cette technologie. Donc, si tu veux, pour faire un bilan énergétique,
on dépose les doigts sur une plaque en verre. L'appareil envoie une onde électromagnétique de très faible intensité. En retour, le corps émet de la lumière. L'appareil capte la lumière émise. Et comme au niveau des empreintes, on a des récepteurs qui sont en lien avec tous les organes internes et tous les systèmes biologiques, on va avoir une cartographie lumineuse de notre corps. Et dans les logiciels d'analyse, ils ont entré des données de la médecine traditionnelle chinoise, donc avec la notion de méridien d'acupuncture, des données de la médecine ayurvédique avec la notion d'aura, de champ d'énergie et des centres d'énergie ou chakras, et puis de tous les organes. Et ensuite, on peut aussi évaluer le stress d'une personne. Donc, tu as vraiment un bilan énergétique complet avec l'intensité du stress, l'énergie globale de la personne, l'équilibre droite-gauche et l'énergie dans les méridiens, l'aura, les chakras, tous les systèmes biologiques. Et c'est d'une finesse extraordinaire. Donc, tu vois, au début, quand j'ai eu l'appareil, je ne savais pas quel crédit je pouvais lui accorder. Donc, j'ai fait énormément de mesures dans mon entourage jusqu'au jour où j'ai une personne, elle avait vraiment une déformation au bas de la colonne vertébrale. Et je lui dis, bon là, vous avez un problème au niveau de la colonne vertébrale, le champ d'énergie est déformé, il semblerait qu'il y ait quelque chose. Et le monsieur me sort son IRM en me disant qu'il a une tumeur au bas de la colonne vertébrale. Et ce jour-là, je me suis dit, ok. Il y a quelque chose, ça veut dire ce que je vois avec la caméra, d'un point de vue vibratoire énergétique, c'est moins précis, mais c'est le même résultat que ce que l'on peut voir en IRM. Mais c'est énergétique. C'est ça qu'il y a un problème. Il y a un problème. L'IRM va donner le diagnostic physique de la chose, mais le diagnostic énergétique. Donc, en présupposant que cette hernie ourdissait son cou de longue date, a priori, que l'énergie était déjà déséquilibrée. Donc, on met les doigts sur cette plaque. C'est les pointings, c'est ça, c'est donc, chaque doigt correspond à une zone, à un organe, à quelque chose? Oui, chaque empreinte est divisée en secteurs, en général 8 secteurs, et chacun des secteurs correspond à un organe ou un système biologique. Donc, on a tous les organes en partant de la tête. C'est assez détaillé. La seule chose que l'on n'a pas, par exemple, alors je n'ai pas les structures cérébrales, moi c'est ce qui m'intéresse depuis tout le temps. J'ai demandé à Konstantin Korotkov s'il pouvait nous faire un logiciel avec les différentes structures cérébrales, parce que moi c'est ce qui m'anime. Il m'a dit que pour l'instant, ce n'était pas disponible. Je n'ai pas les muscles, mais après, j'ai par exemple tous les étages de la colonne vertébrale, j'ai tous les étages du système digestif, on a le système urogénital, le système immunitaire, le système nerveux, on a les yeux, les oreilles, les nez, sinus maxillaires, les mâchoires, et tout le système hormonal. Donc, c'est quand même assez complet. Complet, ouais. Quand donc on voit, c'est ce qu'il y avait sur l'invitation, donc on voit des petites flamèches, hein, c'est ça? Oui. Enfin, on voit cette corolle qui est autour de l'empreinte, ça explose d'une certaine manière, et donc toi, enfin le logiciel et toi et le logiciel, vous allez de concert voir s'il y a des zones qui sont plus faibles, plus fortes, plus colorées, plus… Oui, c'est ça. En fait, mon travail consiste à m'intéresser aux déformations du champ d'énergie. Et cette déformation, alors ça peut être des projections, ça peut être un amas d'énergie, ça peut être des perforations dans le champ d'énergie. Et toutes ces perturbations d'énergie sur un organe bien précis m'indiquent qu'il y a un problème. Et de ce fait, je vais faire l'analyse aussi bien émotionnelle que physique. Émotionnelle, pourquoi? Parce que si on part du principe que chaque maladie a une symbolique et que chaque organe a une symbolique, eh bien, on va pouvoir commencer à avoir des pistes de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire de la personne et pourquoi ça a commencé à dérailler. Par exemple, si on reprend tout simplement en médecine traditionnelle chinoise, le foie est associé à la colère, par exemple, de façon très simple. L'élément eau, donc rein vessie, c'est associé soit à la peur, soit aux mémoires. Donc, on peut faire déjà un premier décodage émotionnel de la personne en utilisant la symbolique des organes, et ensuite, on va s'intéresser plus précisément au dysfonctionnement énergétique de l'organe. Mais alors, à cet endroit-là, est-ce qu'on est capable de dire que c'est un problème qui va arriver, qui est arrivé, ou qui est là?
Alors, c'est là où il est intéressant quand même de discuter avec la personne parce que l'appareil, lorsque le corps a vraiment été impacté, tu as eu une intervention, je ne sais pas, chirurgicale à 25 ans assez forte, évidemment, le corps garde en mémoire. Ça veut dire que je vais aussi l'observer. Donc, c'est en discutant avec la personne, elle va me dire, ça, j'ai eu par exemple une opération dentaire il y a 10 ans avec des poses d'implants. Donc, le corps physique a été fortement impacté, donc je vais le voir. Et Mhm. s'il ne s'est rien passé, c'est que c'est en préparation. D'accord, ouais. Donc, ouais, l'interrogatoire Oui, et quand c'est là même. où on Mm. ne se base pas que sur une imagerie Non. énergétique, Mm. c'est sûr comme ça. On te demande si, bon, ça on verra un petit peu plus tard, mais peut-être tu formes des gens toi-même? Alors oui, alors, il y a des formations en France, en Europe. Je suis un formateur parmi le groupe de 4. Donc il y a un premier niveau avec Christian Borde qui s'occupe de l'environnement, de la bioélectrophotonique, de l'historique, de la prise en main. Pour Mhm. ma part, je reprends chacun des paramètres de la caméra et j'explique, je donne tous les arguments et toutes les informations pour que la personne puisse apprendre à lire un bilan et établir un bilan. Et puis ensuite, on a Elena qui est russe et Constantin qui viennent faire les 4 autres niveaux. Carrément. Et la grande première, c'est que depuis un an, l'Université de Madrid, l'Université royale de Madrid, a ouvert un département de recherche et de formation en médecine intégrative, c'est-à-dire médecine conventionnelle et les médecines complémentaires, dans lequel il y a un département de formation et de recherche en bioélectrophotonique. D'accord. Donc, lorsque les Français ont suivi le 4 niveaux en France, ils peuvent ensuite accéder pour avoir le diplôme à l'Université de Madrid en bioélectrophotonique. Alors, quelle différence tu fais entre les appareils de biorésonance, tu as évoqué le Skio et d'autres appareils. Moi, ce que j'ai vu, et peut-être que d'autres l'auront vu aussi, c'est des appareils avec des petites icônes sur chaque organe qui sont formalisées. Et quand on fait le bilan avec peut-être un laser, le casque et d'autres appareils, on voit une cartographie avec plein de petits points qui vont apparaître. On dit, bah tiens, voilà, tu as un carré ici, ou tu as un triangle, ou tu as un rond, ça correspond à telle faiblesse ou à tel dysfonctionnement, ou telle énergie dysfonctionnelle. On envoie une information, on Mmh. envoie la fréquence qui correspondrait à la syntonisation, à la synchronisation de ces cellules, et on dit, bon, voilà, c'est bon. Ok, bon, Mmh. c'est ce que je caricature, pardonne-moi, Oui, hein, oui, oui. Mmh. encore une fois, pas critique, mais si vous voulez, effectivement, on considère que chaque organe a sa vibration et que si elle n'est pas dans sa vibration, effectivement, elle peut générer des dysfonctionnements. Mais ça, c'est la biorésonance. Toi, c'est vraiment avec l'effet Kirlian. C'est deux choses Alors, différentes ou c'est complémentaire? alors c'est complémentaire. Euh, Si tu veux, à l'issue d'un bilan énergétique avec la caméra GDV, ils ont modélisé et l'appareil établit une fréquence vibratoire qui t'est propre et qui t'est délivrée sous forme de sons binauraux. Et cette même vibration est transmise à de l'eau, si bien qu'en sortant de la séance, tu as les sons binauraux à écouter et l'eau informée à boire. Comme nous sommes composés à plus de 70% d'eau, on va réinformer l'eau du corps avec cette vibration. Et les sons binauraux, c'est je reçois un son d'une certaine fréquence à l'oreille droite, un son différent à l'oreille gauche avec une autre fréquence, et en plus, ils sont décalés dans le temps. D'accord. Donc, le cerveau, il n'arrive pas à suivre, ça va trop vite. Donc, il n'a pas d'autre choix que de resynchroniser l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche pour retrouver ce que l'on appelle d'ailleurs en kinésiologie le fonctionnement d'un cerveau dit intégré. Et c'est-à-dire que le cerveau va percevoir une fréquence subjective qui va être la différence de fréquence entre l'oreille droite et l'oreille gauche. Et ceci va abaisser la fréquence des ondes cérébrales et petit à petit, ça va poser le cerveau. C'est comme si on rentrait dans un état méditatif léger. Donc, tout le système nerveux central s'apaise. En même temps, on a une régulation des glandes au niveau du cerveau, donc qui sont l'épiphyse, l'hypothalamus et l'hypophyse, qui sont les chefs d'orchestre de toutes les glandes et de tout le système hormonal à la périphérie. Donc, on a, en passant par le cerveau, on a vraiment une régulation du système nerveux, du système hormonal. Donc, on reçoit des soins en fait vibratoires et informationnels.
Ce qui est légèrement différent de ce que tu peux avoir avec d'autres outils comme le SCO, le Physioscan, où ils vont envoyer une fréquence très précise sur tel organe en fonction du bilan qui a été établi. D'accord. Par chance, est-ce que tu aurais des illustrations? Parce on nous demande aussi de voir. Est-ce que tu as des illustrations, une photo de l'appareil, par exemple, et une photo, je te prends un petit peu au Oui, début. oui, oui, j'ai ça. J'ai ça Mais, dans mes tablettes. ouais, Je vais trouver ça. ouais. Parce que ça nous permettrait de visualiser, par exemple, sous le sceau du secret, évidemment, de visualiser peut-être un bilan avec un début d'interprétation, évidemment. Oui, je vais vous montrer ça. Il faut que je trouve les cours. Je sais qu'en juste en dessous, tu peux partager l'écran. Voilà, bah, parfait, tu sais faire. Donc c'est pas. Voilà. Ça c'est ce qu'a montré. Alors, je suis en train d'ouvrir. Oui, mais là c'est. Je dirais que c'est. Ça, c'est le bilan énergétique complet, mais c'est pas une empreinte. C'est pas exactement le. Est-ce que Alors, ça attends. correspond vraiment au corps? Voilà, alors attends, je vais partager. On va arrêter le partage, s'il vous plaît, la technique. Merci. Alors, comment je fais pour Attends, partager? déjà qu'il Hein? faut que. Voilà, la technique. Et en fait, en bas, Oui. en dessous de nos deux images, tu as partagé l'écran. Tu vois ou pas? En dessous de nos deux images, tu as micro, caméra, gérer, partager, peut-être un petit bandeau en dessous. Oui, mais je cherche. Parce que j'ai ouvert mon document. Alors, attends. Partager une présentation. Non, ça ne va pas être possible. Partager l'écran, ben non. Mais je ne peux pas parce qu'il me demande. Ce que je peux vous montrer, c'est à quoi ressemble la caméra. Si vous voulez ce que j'ai là, je n'ai pas de document. En fait, je ne peux pas le partager parce que c'est une présentation PowerPoint et il me demande un PDF. Un accès. Je peux vous montrer la caméra. Je l'ai ici. La caméra, ça ressemble à ça. D'accord. Voilà. Ici, quand j'ouvre, il y a à l'intérieur ici une plaque en verre et ça c'est un guide et on va présenter chaque doigt que l'on va mettre dans l'appareil et voilà. Et à chaque fois que je pose le doigt sur l'appareil, cet appareil émet l'onde électromagnétique et va capturer la lumière émise par les empreintes. Malheureusement, je ne peux pas vous partager ce que j'ai là. Parce qu'il me demande des problèmes de confidentialité et je ne sais pas résoudre ça. Ah oui, non, après, il faut repartir sur les paramètres. Oui, donc... Bon, c'est pas grave. On reviendra peut-être. Donc, sur ce qui a été présenté, si l'équipe technique peut remettre l'image qui a été émise tout à l'heure, justement, on voit le champ d'énergie avec les déformations. Voilà. Ici, ce qui est en bleu clair, c'est le champ d'énergie de la personne. Et les ronds rouges montrent en fait les déformations du champ. Donc, on peut avoir soit des perforations, soit des projections. Et chaque endroit du champ correspond à un organe ou un système biologique. Donc, en fonction de ça, on va pouvoir déterminer quel est l'organe qui dysfonctionne et comprendre pourquoi. Et l'appareil va ensuite élaborer la fréquence vibratoire pour pouvoir aider la personne à en fait, on va stimuler, j'allais dire, la capacité d'auto-guérison du corps en lui donnant les bonnes vibrations. C'est ça, ouais. C'est redonner le champ vibratoire, la bonne fréquence pour que les cellules s'harmonisent. Oui, oui. D'accord. Tu sais, en science, il y a des scientifiques qui ont fait un travail de fond qui est assez remarquable parce qu'ils ont déterminé la fréquence vibratoire
des différents types cellulaires dans le corps, dans un corps sain. Donc, les cellules du poumon vivent à une certaine fréquence, différentes des cellules de l'intestin, etc. Et ils ont fait la même chose dans différentes pathologies. Aujourd'hui, il existe des appareils qui ont des banques de données vibratoires jusqu'à 10 000 fréquences vibratoires en fonction des organes et de X pathologies. Si bien que lorsqu'on effectue un bilan, donc c'est un peu plus sophistiqué que ce que l'on peut obtenir avec les sons binauraux et l'eau informée avec la caméra GDV. Mais l'avantage lorsqu'on a une caméra chez soi, c'est que moi je le fais pratiquement tous les jours et j'écoute mes sons matin et soir et je bois mon eau informée. Et donc ça veut dire que je me fais un soin, un rééquilibrage quotidien. C'est pas du jeu, ça. C'est pas du jeu. C'est pas du jeu. T'es pistonné, ça va pas du tout. Ouais, non, effectivement. Donc mais une fois toi que tu as pris quelqu'un en charge, peut-être effectivement la personne peut boire et avoir son eau informée, son produit informé. J'imagine qu'en homéopathie aussi, ça doit être le cas. Mais l'idée, si tu veux, avec ces soins vibratoires, c'est de redonner aux personnes un petit peu leur autonomie. C'est reprendre en charge quelque part, c'est s'occuper de soi et pas d'aller voir le médecin en mettant tout sur la table. Voilà, j'ai ça, occupez-vous de moi. Je me réapproprie ma santé, qui je suis, et qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux? Et oui, on peut se faire accompagner, mais on ne peut pas remettre tout notre pouvoir. Et en fait, les appareils qui arrivent comme ça, qui sont de plus en plus modélisés, miniaturisés, sont de plus en plus à la disposition du grand public. Tout à l'heure, au début de l'émission, tu me parlais de l'appareil Elsie, qui est un petit appareil qui est extraordinaire. J'ai une de mes stagiaires qui m'a montré ça il y a 15 jours. C'est un petit appareil de poche. Je crois que tu fais une reconnaissance, je ne sais plus, faciale ou avec juste un doigt, et il va tout de suite élaborer la fréquence vibratoire, tu l'écoutes, et hop, ça fait un soin immédiat. Donc, tu vois, ça se vulgarise, ça se simplifie et ça va devenir à la portée du plus grand nombre. Et on va tous se promener avec notre petit appareil. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas aller, on va se dire, OK, je me prends en main. Oui, mais encore une fois, je me fais l'avocat du diable, si j'ose dire, mais c'est pas tangible. C'est-à-dire que c'est... Pardonne-moi cette outrance, évidemment, mais j'ai mal à la tête, je prends une aspirine, c'est fini. Je suis angoissé ou j'ai du stress, je prends mon Healy, mon petit appareil. Est-ce que en combien de temps je vais aller mieux? Est-ce que c'est une chose qui peut être mesurable? Est-ce que toi, oui, voilà, on parle du Healy, Monique, exactement. Healy. Voilà. Oui. Donc, est-ce que ça va être visible immédiatement? Est-ce qu'on ne procède pas de la pensée magique? Est-ce que toi, tu l'as testé en disant, tiens, j'ai vu une différence, si je prends ma photo énergétique, maintenant, je fais un soin Healy, est-ce que j'ai vu une modification? Alors, j'avouerai que je l'ai découvert il n'y a pas longtemps et j'ai pas fait ces études-là. Effectivement, j'ai pas mesuré. Mais apparemment, les gens qui s'en servent, ils en ont l'air super contents. Oui. Et tu sais, c'est toujours pareil, il faut expérimenter. C'est en expérimentant qu'on va avoir des retours de terrain. Moi, les retours que j'ai de terrain, c'est lorsque je recommande les sons binauraux et l'eau informée aux personnes qui me consultent, c'est eux qui me font les retours de terrain et je suis toujours étonnée de ce que je peux entendre. Moi, il y a quelques mois, j'ai un monsieur, il a régulé ses problèmes d'insomnie. Il y a une dame, elle était déprimée, elle a écouté les sons plusieurs fois par jour, elle a bu son eau, elle est revenue 3 semaines plus loin, 3 semaines après, elle était le sourire jusque-là. J'ai retrouvé de l'énergie depuis que je vous ai vu. C'est super, mais il faut continuer. Oui, il faut ça se stabilise. Est-ce qu'à un certain moment, ça faisait partie des questions aussi, mais je voudrais d'abord parler de la bioélectronique de Vincent, voir comment l'eau peut être aussi informée. Et juste, je vais finir ma question comme ça. Est-ce que ça peut définitivement soigner la personne? C'est-à-dire qu'une fois que la régulation, si évidemment on a enlevé les chardes, est-ce que la régulation peut stabiliser et on peut passer à autre chose? Alors, tout dépend de l'avancée de la problématique. Est-ce qu'elle est sévère et installée depuis longtemps? Et ma conception d'un désordre de santé, c'est de travailler sur tous les plans simultanément. Donc, si tu travailles avec des fréquences vibratoires pour travailler sur le champ d'information, c'est super, mais
j'invite aussi à travailler en même temps sur les émotions, sur le mental et sur le corps physique avec des plantes, de l'homéo, enfin, autre chose. On peut pas, pour moi, on a différents corps. Et quand on a un problème de santé, ne s'occuper que du physique sans prendre en considération les émotions, le mental, l'énergie, il manque une partie de la solution. Et inversement, ne faire que de l'énergétique sans s'occuper des émotions et du corps physique, ça ne marche pas non plus. Donc, quand il y a un désordre de santé, c'est important de travailler sur tous les plans en même temps. Et c'est ça qui va vraiment accélérer le processus de retour à la santé. Oui, mais là, tu mets la barre très très haut. Tu mets la barre haut. Pourquoi? Tu as raison. Moi, j'adhère à 100%. Mais tu vois bien Pourquoi tu que dis ça? parce que non, encore une fois, c'est pas polémique. C'est juste que les hypnothérapeutes ne vont jurer que par l'hypnose, les somatiques ne vont jurer que par la somatique. Et effectivement, je suis complètement convaincu qu'il faille travailler l'entièreté de l'individu. Mais Oui. combien de Florence Pousset sont là? Combien de Florence? Il y a plein de praticiens qui ont appris plein de techniques. Et puis, l'idée aussi, c'est de travailler en réseau. Moi je sais pas tout faire. J'oriente. Moi, je suis pas chiro ni ostéopathe. Quand le bilan énergétique me dit qu'il y a un problème au niveau des énergies qui circulent dans la colonne vertébrale, j'oriente la personne chez le chiro. D'abord, vous allez chez le chiro, puis après, vous reviendrez. Parce que moi, je peux rien faire pour l'instant. Donc, l'idée, c'est aussi de travailler en réseau. C'est d'orienter vers les gens qui sont spécialisés dans leur domaine. C'est ça. Alors, il y a Marcel qui te demande les sons binauraux. Oui. Binauraux. Oui. Est-ce que tu parles du biocorps? Oui, c'est ça. C'est le ça biocorps, oui. Alors, peut-être l'expliquer parce que. Donc, le biocorps, c'est un petit appareil qui a été développé en complément de la caméra GDV et qui permet comment dire, de transformer la fréquence vibratoire élaborée par la caméra en son. Et en même temps, il est connecté à une sonde pour informer l'eau. Donc, c'est comme un transducteur qui va transformer la vibration en son et pour informer l'eau. C'est de la mécanotransduction, c'est ça? Oui, on pourrait appeler ça comme ça. Comme le son que l'on perçoit, qui est une vibration mécanique qui va se transformer en chimie et apprendre l'électricité. C'est ça. D'une certaine façon. Alors, voilà, pour la question de... Est-ce que... pardonnez-moi, Monique parle de mental waves. Oui. C'est aussi ça, c'est la même chose? C'est la même chose, ce sont des sons, les sons, ce sont des fréquences vibratoires. Donc les fréquences vibratoires vont informer notre cerveau, vont informer tous nos champs. On rentre dans ce monde de l'énergie, des vibrations, des fréquences. Et ça, c'est les soins de demain. On est en train d'abandonner la chimie parce qu'elle est arrivée au bout à ses limites. Et nous sommes justement dans cette transition où on passe du monde de la chimie pour se soigner au monde de la physique par des fréquences vibratoires. Mais on est en plein dans cette transition. Donc, évidemment, le soin par les fréquences, ça laisse encore certaines personnes dubitatives. Mais en tout cas, on est dans cette transition. On voit bien que l'industrie pharmaceutique n'a pas trouvé de nouvelles molécules chimiques pour accompagner les gens depuis des lustres. Donc, c'est un monde qui est en train de s'éteindre. Parce que c'est la physique qui est en train de prendre le relais, parce que le physicien, il est en train d'observer l'humain avec l'œil du physicien. Donc, lui, le physicien, il ne voit pas des molécules chimiques, il voit de l'énergie et des fréquences. C'est ça. Donc, on est en train d'aborder l'humain d'une autre façon. Ouais, c'est comme Christian Grappard avec la chromatothérapie il informe aussi l'eau. Hein, oui, tout à fait. Et les oligo-éléments aussi, il a décelé les mêmes vibrations qu'une couleur, la couleur qui a la même fréquence, la fréquence qui va permettre de réguler. On parle de la même chose, mais c'est juste magnifique. Et oui, c'est l'avenir. Marcel te demande aussi, lorsque vous donnez le son biocorps, est-il aussi efficace s'il ne passe pas par le système, par la caméra? Eh bien, ça marche quand même. Évidemment, l'efficacité, c'est d'utiliser le casque qui va avec, parce que en plus, le casque porte une sonde que l'on pose au niveau des os du crâne, si bien que l'on perçoit les sons, à la fois les sons aériens par les oreilles, mais en même temps, les vibrations, les sons osseux. Un peu, ça correspond au travail d'automatisme. Ouais, je pensais à ça. Ouais. Oui, mais d'un autre côté, moi, je vois les retours de terrain, ça marche quand même. Donc, il n'y a pas de raison. Hein. Il n'y a pas de raison. Alors, pour Dominique,
peut-être redonner une petite explication parce qu'il y a des petites choses qui ont été peut-être dites. Je n'ai pas compris ce que sont ces sons et d'où ils viennent et l'eau, comment on l'informe. Avec quel appareil? Donc peut-être réexpliquer un tout petit peu le process. Si tu veux, je quitte l'écran 2 secondes, je vais le chercher, le Biocore, si tu veux, pour montrer ce que c'est. Avec grand plaisir. Allez. Avec grand plaisir. En attendant, je vous précise que vous aurez évidemment la transcription, le replay, qui vous permettra d'avoir le maximum d'informations. Ah oui, Donc le Biocore, c'est ce petit appareil ici. Donc ce petit appareil, il se connecte à un ordinateur. Ici, donc via l'ordinateur, avec des logiciels, ils vont transformer, avec le logiciel de la caméra, tous les paramètres qui ont été capturés de la personne sont modélisés et il y a une fréquence vibratoire qui est élaborée et qui va être décodée sous forme de son. Donc sur ce même appareil, j'ai une sonde ici. J'ai une sonde donc qui va que je colle sur que je mets sur la bouteille en verre qui contient de l'eau, et ensuite est connecté le casque pour écouter les sons. D'accord. Et donc la personne repart de chez elle avec les sons écoutés, l'eau informée à boire. D'accord. Alors là aussi, je vais te poser une question un peu naïve. Oui. Quand on parle de médecine et de physique quantique, on parle de atemporel et alocalisable, quelque chose qui est immédiat, à l'inverse d'une médecine ondulatoire qui va mettre un certain temps pour parcourir une certaine distance. Sauf erreur de ma part, tu me dis si je me trompe. C'est ça. Pourquoi sommes-nous est-il nécessaire de prendre régulièrement de l'eau ou d'écouter les sons si, dans l'instantanéité de l'information qui est transmise par la physique quantique, par le biais de la physique quantique évidemment, elle est donnée, elle est faite. Pourquoi faut-il un certain temps pour que cette information pénètre? Est-ce que je pense que tu as compris ma question. Très bien, parce que tu as un mental et des croyances. Et nous sommes éduqués dans une société où on te dit que tout ça, c'est pas possible. Et donc, le temps qu'on commence à se dire que c'est possible, ça va prendre un certain temps. En fait, ce sont nos croyances limitantes qui nous empêchent d'accepter l'information immédiatement. Mais sinon, l'information est immédiate. Mais l'information est immédiate. Voilà. Mais on a la capacité à l'accepter, à la prendre ou pas. D'accord. Donc, c'est entendu. Cette réponse me rassure pleinement. Pouvez-vous me dire de quel côté de la sonde doit être mise sur le front, celui où il y a le scotch jaune? Car je n'ai pas mon côté jamais eu la réponse. Oui, c'est un détail technique. Apparemment, ce monsieur, il a une... Oui, ici, vous voyez, c'est ça qu'il faut mettre sur le front. D'accord. Oui. Voilà. Ça permet d'envoyer les sons au niveau des os. Alors, je voulais revenir, si tu me permets, sur la bioélectronique de Vincent, justement, peut-être pour expliquer comment l'eau peut être informée. Bon, on arrive au principe de la mémoire de l'eau, de l'embryon. Moi, je ne suis pas une spécialiste de la bioélectronique de Vincent. Ce que je peux te dire, c'est que l'eau, c'est un vecteur d'information. C'est-à-dire, l'eau va transporter les fréquences. Et ce sont les travaux de Benveniste et de Montagnier, justement. Moi, l'expérience qui me vient en mémoire, c'est lorsque Montagnier ou Benveniste, je ne sais plus lequel des deux, ils ont pris des tubes à essai dans lesquels ils ont mis de l'eau. Ils avaient mis un fragment d'ADN. Et ensuite, ils ont enlevé ce fragment d'ADN. Et dans l'eau, ils ont mis les unités de base qui permettent de fabriquer un morceau d'ADN. Et dans cette eau où il n'y avait rien, ils ont réussi à reconstituer le fragment d'ADN. C'est-à-dire que l'eau était informée et portait le programme, on va dire, énergétique ou vibratoire de l'ADN molécule. Donc l'ADN, c'est un support d'information. Et comme l'homme est constitué à plus de 70% d'eau, la qualité de l'eau que nous buvons est extrêmement importante. Vous savez, il y a quelques années en arrière, au Quorum de Montpellier, j'avais écouté un monsieur qui me passionne, qui est Jacques Collin. Il a écrit 2 livres sur l'eau, qui est L'eau, le miracle oublié et L'au-delà de l'eau.
Et cet homme, il a eu au cours de sa vie, il avait une quarantaine d'années, il a eu un cancer, il a refusé toute soin de la médecine conventionnelle et il a changé de vie, il est parti vivre dans la montagne et il a travaillé sur l'eau, la qualité de l'eau et il s'est soigné comme ça. Et il a travaillé sur l'eau informée. Et ça rejoint les travaux de Masaru Emoto Oui, qui travaillent sur l'eau informée. Ça veut dire que la qualité de l'eau que nous buvons est extrêmement importante. Extrêmement importante parce que l'eau du robinet, c'est une eau qui est potable, elle n'est pas pure. Donc, qui dit potable, ça veut dire qu'elle a plein de résidus, de métaux lourds, de pesticides, d'hormones, de produits chimiques, etc. Et quand on prend une eau pure, eh bien, il faudrait que ce soit d'abord une eau vivante et dynamisée, pas une eau morte. Enfin, et vous voyez bien aujourd'hui, c'est pareil, le nombre d'appareils qui sont commercialisés pour travailler sur la purification de l'eau, sur la dynamisation de l'eau, pour qu'elle puisse être informée et pour, on va dire, l'information correcte pour informer nos cellules, pour qu'elles puissent être dans une activité optimale. Alors, la question qui va en découler, évidemment, c'est le cas de le dire, c'est quelle eau devrait-on boire? Pas l'eau du robinet, certes. Est-ce qu'on prend une eau minérale? Est-ce qu'on prend une eau de source? Est-ce que tu as un conseil particulier? Est-ce qu'on doit installer un appareil chez nous? Alors, est-ce que c'est l'osmose inversée? Est-ce que ce sont les filtres? Est-ce que c'est un Brita? Est-ce que c'est… Ça, c'est un vaste débat. Ça mériterait une conférence à part entière avec un spécialiste parce que l'eau, c'est un vaste chantier. Ouais. Je ne peux pas vous recommander un appareil particulier parce qu'il y a des appareils à osmose, il y a différents types de filtres. Enfin, bon, j'en connais bien. Vous avez par exemple un petit appareil de Pierre Évy dans le Béarn. Vous avez en Dordogne, vous avez le Vodaflore de Guy Landechamp. Il y a énormément d'appareils qui ont été… le tout, c'est de trouver celui qui vous corresponde en fonction aussi de votre budget, parce que ça peut aller de abordable à très, très cher. Donc, après, vous savez, tu sais, l'eau, on peut aussi l'informer soi-même. Si on prend une eau de montagne et qu'on se remet à la dynamiser en la tournant de façon à former un vortex pour la dynamiser, et puis que dessus vous écrivez, si vous croyez à la puissance des mots, comme faisait Masaru Emoto, chacun fait avec ses moyens, mais pourquoi pas? Pourquoi pas, bien sûr, bien sûr. C'est une question de croyance, c'est toujours pareil. Et encore une fois, la matière est née de l'intention, hein, donc oui. L'intention, l'information, l'énergie et la matière. Hein, donc, tout à fait. Si on a une bonne intention, la matière nous suivra. Alors, beaucoup de questions sur les ondes scalaires. Que pensez-vous des ondes scalaires et en particulier éventuellement de l'appareil MOM? Ah, je ne le connais pas. Bon, les ondes scalaires, en tout cas, peut-être d'abord les expliquer, si c'est possible. Alors, la compréhension que j'en ai, je ne connais pas tout non plus. Pour moi, les ondes scalaires, ce sont ce que tu disais tout à l'heure, elles n'ont pas d'espace ni de temps. Elles sont transmises en instantané à des distances faramineuses. C'est ça pour moi les ondes scalaires. Après, je ne peux pas rentrer dans le détail plus que ça. On me pose régulièrement la question, il va falloir que je penche justement sur la question plus profondément. Il va falloir apprendre un petit peu. Oui. Encore un petit peu plus, allez-y. Oui. J'imagine qu'il y a un point aussi un dénominateur commun que tu dois retrouver chez beaucoup de nos concitoyens et nos patients, c'est le stress, le niveau de stress, donc comme étant un des plus gros facteurs de l'altération du développement cellulaire, du bien-être, de la santé, etc. Est-ce que toi, tu as des moyens de le mesurer, je ne parle pas du stress oxydatif, je parle du stress psycho-émotionnel. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est qu'avec la caméra GDV, il y a une mesure du stress. On a un curseur sur une échelle de 0 à 100 et qui va nous donner l'intensité du stress chez une personne. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que d'abord, on visualise sur une échelle et que bien souvent, j'ai des personnes, je leur dis, mais là, vous êtes hyper stressé. Les personnes disent, non, mais non, pas du tout. Je dis, si, regardez l'appareil. Et ce qui se passe, c'est que les personnes sont tellement habituées à leur stress que c'est devenu leur référence de base et qu'ils ne s'aperçoivent même plus qu'ils sont stressés. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la caméra GDV permet d'évaluer précisément le stress
Et moi, j'ai fait des tests sur moi-même, c'est qu'il y a quelques années, j'avais des taux de stress élevés. Et j'ai écouté les sons 3 fois consécutifs, les sons binauraux, et en une demi-heure, mon niveau de stress était revenu à la normale. Mmh. Et ça vaut de l'or, en fait. Avec un Et ressenti? Avec un ressenti, ad hoc? avec un ressenti physique, oui. Ouais. Et donc, j'ai écouté les sons binauraux 3 fois consécutifs, j'ai refait les mesures. L'intensité des stress était revenue dans la norme. Et le lendemain matin, 24 heures après, quand j'ai refait les mesures, il était resté à la norme. Donc, en plus, ça tient dans le temps. En plus. Et donc, lorsqu'ils ont établi cette échelle du stress, ils ont fait des études comparatives avec, ils ont pris des groupes de personnes dont le stress avait été évalué avec des questionnaires médicaux d'évaluation du stress et les mêmes personnes évaluées avec la caméra GDV. Et en fait, il y avait près de 95% de corrélation entre ces deux méthodes. C'est-à-dire que ce qui est mesuré avec le GDV correspond bien à ce qu'on pouvait évaluer avec des questionnaires médicaux. Donc, c'est vraiment hyper fiable. Hyper fiable. Alors, je reviens sur parce qu'on pose beaucoup la question, c'est où trouver des praticiens, qui est bien formé, qui est digne de notre confiance. Toi, tu formes, ok? Oui. À quel endroit on peut te former? Déjà, première chose, où consultes-tu? Si tu me permets. Alors, moi, je suis installée à Bordeaux. Bordeaux, d'accord. À Bordeaux, à Mérignac, exactement, à Mérignac Aéroport. Et des praticiens, alors vous avez un site qui est le distributeur officiel de la caméra, ça s'appelle www.bio-well.fr. Et sur ce site, vous envoyez un message et ils vont vous indiquer dans votre région un praticien en bioélectrophotonique. D'accord. Ça coûte combien cet appareil? Cet appareil, il coûte 1 800 €. Ah oui, c'est pas... Juste la caméra. Si on utilise le BlueCore, il faut rajouter 500 € de plus. D'accord, oui, enfin, c'est un montant, mais c'est pas. J'avais souvenir quand même des appareils de biorésonance comme le Skio qui passaient des euros. Hein. Ah ben oui, c'est même plus que ça, oui. C'est pour ça que celui-ci, il est abordable. Il est abordable. Et quand on est praticien, il est très vite rentabilisé parce que ce qui plaît beaucoup, c'est qu'on met des images sur des mouvements énergétiques dans le corps. Ouais. Et ça, c'est intéressant. Et les personnes aiment voir ça parce que c'est concret. Mais c'est ce que je te disais un petit peu avec les appareils de biorésonance. J'en ai eu beaucoup. Hein. J'ai eu 4 appareils de biorésonance il y a presque 20 ans maintenant, donc c'était très très longtemps. Et j'ai eu aussi l'appareil de Crefreno avec l'effet Kirlian. Nous, on posait les 10 doigts sur la plaque de photo. Hein. Je pense que tu as connu ça aussi. Oui, oui. Hein. Et on posait les 10 doigts, on se prenait un petit coup de jus, hein, et hop, on allait développer la photo. Oui, les appareils de biorésonance, justement, pour moi, ça me semble intangible parce que ça reste des modélisations virtuelles. Tandis que là, la photo, elle reflète vraiment notre bilan énergétique au moment. C'est ça qui est. Est-ce que tu as des exemples là, de patients que tu as traités récemment, un exemple de parcours d'une personne qui est arrivée pour une certaine problématique, sans évidemment trahir le secret, pas médical, mais le secret du cabinet? Alors, avec la caméra GDV? Oui. Okay. Alors, ce que je te disais tout à l'heure, j'ai des retours avec des insomnies. Chez les femmes qui ont des douleurs de règles fortes, eh bien, ça se règle aussi avec l'écoute des sons binauraux. Cette semaine, j'ai une dame qui m'a parlé de ses humeurs, où elle avait retrouvé l'envie de faire des choses. Elle était plutôt dans un état dépressif. Elle avait retrouvé l'envie de se remettre en mouvement, de faire des choses alors qu'elle ne fait rien depuis des années. Alors, mais comme je te disais tout à l'heure, c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça. C'est-à-dire que ça peut être un interrupteur, ça peut être un bon complément d'eux, mais si on a une pathologie sévère, ça ne va pas suffire. Ouais. Il faut aussi comprendre pourquoi on a développé cette problématique et travailler aussi sur le corps physique. C'est pas l'appareil miracle, ces appareils de résonance, c'est travailler sur tous les corps. Pour moi, c'est ce que je défends. Je ne peux pas dire qu'avec ces appareils de résonance, on va récupérer quelqu'un d'une pathologie sévère. C'est un ensemble, un tout, indissociable.
Est-ce que, comme on faisait avec certains appareils de biorésonance, on pouvait tester l'efficacité d'un produit Oui, bien sûr. on peut faire, c'est-à-dire si tel remède homéopathique ou tel truc. Oui, Ouais. oui. Oui, sachant que chaque empreinte correspond à un organe ou un système biologique, lorsque tu veux sélectionner un complément alimentaire pour agir sur le foie, eh bien, tu vas pouvoir prendre le complément alimentaire, le poser sur le thymus et en même temps, tu vas faire les mesures avec la caméra et tu vas voir quel est le complément alimentaire qui résonne le mieux au niveau du foie. Donc, effectivement, ça permet de sélectionner des produits, que ce soit l'homéo, des compléments alimentaires, des plantes, des élixirs, des huiles essentielles, etc. Oui. Alors, effectivement, j'avais Claude me rappelle aussi que quand on faisait les photos, on faisait les doigts et on faisait les orteils aussi. Donc, on mettait la pointe des pieds aussi sur la photo. Je me souviens, on se mentionnait un petit peu pour ça. Donc, toi, les entrées podales, enfin, les pieds sont mesurés aussi, les orteils? Non, parce que la configuration de la caméra ne le permet pas. Ça rentre pas. Non. Ça ne rentre pas. Est-ce qu'on s'enlève pas une partie du bilan? Non. Tu sais, c'est comme tout appareil, il a aussi ses limites. Mais déjà, on peut faire du bon travail avec, mais il a ses limites. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que tu utilises vous utilisez aussi avec filtre et sans filtre? Oui. Alors oui, ça c'est un détail dont je n'ai pas parlé. Lorsqu'on fait des mesures sans filtre, on a une image de la personne dans sa globalité physique et psycho-émotionnelle. Ensuite, on peut refaire des mesures en intercalant un filtre entre l'empreinte et la plaque en verre. Et le filtre va éliminer toutes les fréquences qui viennent du corps psycho-émotionnel pour ne garder que les fréquences qui viennent du corps physique. Ce qui, moi, en tant que praticien, va me permettre de différencier, enfin, de déterminer si la problématique est physique ou si elle est d'ordre émotionnel. Oui, c'est ça. Ouais, parce que Marcel te demande si. Non, André et eux, si tu travailles aussi sur le physique. Voilà. Oui, les deux. Voilà. On a la possibilité d'interpréter les deux. Alors, je vais passer à un niveau un petit peu différent, sans être supérieur pour autant. J'avais souvenir quand même que sur l'effet Kerlion, quand il y avait des petites taches qui étaient détachées de l'auréole, c'était des entités. Est-ce que, sans vouloir choquer qui que ce soit, est-ce que c'est quelque chose que, parce que on a parlé de différents niveaux, évidemment, est-ce que c'est quelque chose qui est encore prégnant, c'est quelque chose que tu as observé? Bien sûr, lorsque nous avons des énergies négatives qui envahissent nos corps d'énergie, évidemment que ça se voit sur la caméra GDV. Donc, c'est comme une masse lumineuse qui est posée dans le champ d'énergie, qui est détachée, mais qui est posée. Donc, effectivement, on peut les voir. Alors, Konstantin Korotkov veut rester très pragmatique parce que son objectif, c'est quand même de rester scientifique et de pouvoir amener progressivement la communauté scientifique et médicale vers ce genre de pratique. Donc, il évite de rentrer dans ce genre de considération, mais il est vrai que… Privé, dans le cercle plus intime. Oui, dans les cercles intimes, on peut en parler, mais lors de conférences à plus large échelle, non. Ouais. Non, là, on est entre nous, il n'y a personne qui nous entend, à part les quelques centaines d'abonnés qui sont là. Donc, il n'y a pas de… alors, il y avait… J'essaie de regarder les questions. Ah oui, on n'a pas parlé de l'eau ozonée, si tu veux. C'est quelque chose… Alors, je peux pas… Je ne sais pas quoi dire. Je ne connais pas du tout. D'accord. Non, je connais des personnes qui enrichissent l'eau en oxygène, parce que l'oxygène, c'est le carburant essentiel des cellules, et c'est très efficace. Maintenant, l'eau ozonée, je ne connaissais même pas. Pas de problème. Alors, est-ce que toi, qui pratiques, on va finir tranquillement avec cela, toi qui pratiques l'hypnose, est-ce qu'il y a une valeur ajoutée à accompagner les gens en hypnose, les patients, grossier ce que je dis, les patients en hypnose et à faire un soin et voir quelle est l'efficacité de notre séance d'hypnose sur le patient?
Alors, dans le livre que j'ai écrit, là, votre corps énergétique vous parle, je relate un certain nombre d'expériences que j'ai effectuées dans mon entourage avec des praticiens en médecine complémentaire et avec un ami hypnothérapeute pendant 2 ans. Nous avons constitué un binôme et on recevait des personnes. Donc, il les mettait sous hypnose. Donc, parce que c'est son métier. Donc, je faisais des mesures avec la caméra avant, pendant et après les séances d'hypnose. Donc, on a mesuré, je ne sais plus combien de personnes. Toutes les données qui sont capturées par la caméra sont chiffrées. Donc, j'ai récupéré ces données, je les ai remises entre les mains d'une statisticienne et elle nous a sorti des très beaux tableaux. On était très contents parce qu'on avait des résultats significatifs, ça veut dire que c'est valide en science. Et elle nous avait trié notre population, donc on avait essentiellement des personnes qui nous consultaient pour stress et dépression, ensuite pour des pathologies comme le cancer, et puis après il y avait plein d'autres. Et ce qui était intéressant, c'est qu'avec la caméra, on a pu voir quels étaient les paramètres qui bougeaient en premier. Et moi, je m'attendais, avec l'hypnose, à ce que ce soit le système nerveux qui soit en premier impacté par un état d'hypnose. Et en fait, le premier système qui bouge, c'est le système hormonal. Et après, on a le système nerveux. Donc, en fait, avec cette étude, on a pu calibrer, observer quels étaient les différents systèmes et organes qui étaient modifiés sous une séance d'hypnose. Et on a pu constater que après une séance d'hypnose, on avait la personne retrouvée de l'énergie, on avait une redistribution de l'énergie dans le champ d'énergie, un réalignement des centres d'énergie, et on a pu visualiser tout ça. Donc, lorsqu'on est praticien, on peut très bien évaluer sa propre pratique et faire des mesures avant-après. Donc, moi, je l'ai fait en kinésiologie, puisque c'est quand même ma base. Je l'ai fait avant-après des séances d'hypnose, en réflexologie plantaire, avec des bains de cristaux, en bioénergie, avec l'antenne de l'échelle, en géobiologie, parce que j'ai un ami qui est géobiologue, donc il m'avait installé sur un nœud géopathogène pendant 10 minutes, et puis on avait fait les mesures avant, après, et ensuite il m'a fait un soin avec l'antenne de l'échelle, on avait refait les mesures après. Donc c'est très intéressant parce qu'avec ces données chiffrées, on peut vraiment objectiver les mesures et faire des études. Ouais. On sent la scientifique derrière, hein, quand même, hein, qui ne veut pas lâcher l'affaire. Hein. En fait, la chance que j'ai, c'est que je peux mettre à profit tout ce que j'ai fait en sciences et le mettre au service des médecines complémentaires pour essayer de leur donner de la consistance. Parce qu'elles méritent leur place. Elles ont vraiment leur place en complément de la médecine conventionnelle. Et c'est ce qu'il faut que les médecins arrivent à intégrer et les scientifiques aussi. Ça, c'est pas gagné. Et si les personnes qui n'ont pas accès aux appareils ou à un praticien, quel serait le premier conseil que tu pourrais leur donner pour essayer d'initier une réharmonisation de leur fréquence? Est-ce que ce serait de boire de l'eau d'une certaine qualité, d'aller dans la nature, de respirer, de frapper son mari? C'est toute une hygiène de vie, c'est faire attention à ce que vous mangez avec des produits le plus frais, le plus sain possible, c'est boire de l'eau la plus pure et la plus dynamisée possible, c'est aller pratiquer le grounding, c'est marcher pieds nus dans la nature parce que ça nous énergétise, ça nous réancre, ça nous dépollue. Mais lorsqu'on ne dispose pas d'un appareil pour écouter des fréquences vibratoires, en attendant, c'est toujours bien de pouvoir aller sur YouTube et puis vous allez trouver pléthore de sons binauraux. C'est déjà un bon début parce que ça quand même travaille sur le système nerveux. Donc, quand même, ces sons sont étiquetés, c'est-à-dire qu'ils sont titrés quand même. On sait que tel son va s'adresser plutôt au stress, tel son à la thyroïde ou à je ne sais quoi. Voilà, parce que ça correspond à une certaine fréquence. Donc, je dis que c'est mieux que rien. L'avantage de la caméra, c'est que vous allez avoir la fréquence qui vous correspond. C'est du sur-mesure. Mais en attendant, c'est pas si mal d'aller écouter des sons binauraux ou les sons solfégiaux ou les 528 Hz ou 432 Hz, etc. C'est déjà bien. Super. Écoute, merci mille fois pour ce magnifique moment de découverte. Merci à toi de m'avoir reçu. D'information, parce que c'est vraiment ça. Alors quand même, la question d'Hélène, la caméra GTV, permettait de visualiser les biofilms, celle des Borrelia, par exemple. Non, c'est pas assez précis pour ça. D'accord. Ouais.
Je pense, ça me fait penser à tous les travaux de Montagnier, justement, sur les champs fréquentiels de certains virus et champignons. Oui. Hein, Il y a d'autres appareils pour ça, pour traiter ça, comme par exemple le Spooky, qui est un petit appareil fréquentiel qui n'est pas très cher, bon, qui demande un investissement pour arriver à comprendre comment l'utiliser, parce que c'est un appareil qu'on peut utiliser pour soi et qui traite justement ce type de pathologie en travaillant au niveau des fréquences et en biorésonance. En tout cas, nous sommes énergie, nous sommes fréquences et Oui. on est agressé de toutes parts, de par notre histoire, de par notre environnement, de par notre alimentation, de par les mauvaises nouvelles qui nous entourent. Hein. Ce que tu nous dis est très positif, très encourageant sur la possibilité de se soigner et peut-être soit d'acquérir l'appareil nous-mêmes et on bénéficie d'une formation quand on prend l'appareil. Oui, oui, tout à fait, bien sûr. Bien sûr, vous n'êtes pas lâché dans la nature comme ça. Mais c'est accessible à tout le monde. C'est accessible à tout le monde. C'est ça qui est bien. Ouais, c'est Oui. magnifique. Merci infiniment pour ce partage. Merci infiniment pour ta gentillesse, ta générosité, ta bienveillance. On sent qu'il y a une envie de partage, une envie de faire du Oui. bien. C'est très, très agréable. Pour ça, merci. Mille fois merci. Tout le monde est en consensus et te remercie pour cette très belle cette fin Merci, Frédéric, de m'avoir reçu. avec grand plaisir et merci à la technique de nous avoir accompagnés. On vous embrasse toutes et tous bien, bien fort et on vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous et merci Florence. On a besoin de gens comme toi, hein, donc continuez à chercher. C'est le moyen de trouver. Merci à toutes et à tous. Ouais. Merci. Bonsoir. Le temps que ça